Bonsoir à tous. Docteur Costanza et moi sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour ce webinaire. Docteur Costanza travaille au sein du département digestif, un de nos pôles d'excellence de la clinique. Donc, il est chirurgien digestif et je suis donc Karima Tata, directrice de cette clinique. La clinique est un établissement de santé à but non lucratif du groupe Aesio Santé. C'est un acteur majeur de la santé en France et on offre une offre de soins et de services adaptés au territoire. L'objectif de notre groupe est de favoriser les soins de qualité pour tous, sans dépassement d'honoraires ou avec des restes à charge très maîtrisés. Donc, notre établissement compte plusieurs pôles chirurgicaux et médicaux. Donc, nous avons la chirurgie digestive, bariatrique, dont nous avons ouvert un centre mutualiste de l'obésité aux 7 collines, une radiologie interventionnelle, la gastro-entérologie, la chirurgie urologique, chirurgie orthopédique, chirurgie gynécologique, la chirurgie et la médecine vasculaire, la chirurgie ophtalmologique, la médecine du sommeil et la médecine gériatrique. Donc, nous sommes à peu près 500 professionnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs au sein de cet établissement. Et nous possédons une réanimation, un plateau d'imagerie et un plateau technique assez moderne et qui propose des nouvelles pratiques médicales. Donc, on a également une unité de recherche sur de nombreux projets de recherche. Et puis, au-delà de la prise en charge thérapeutique, la clinique mutualiste accorde une place centrale aux patients à travers la lutte contre la douleur, le soutien psychologique et le temps d'accompagnement soignant spécifique proposé pour la chirurgie cancérologique. Donc, notre volonté est vraiment d'améliorer notre communication vers les professionnels de santé, de ville, des établissements périphériques et plus largement. Et c'est pour cette raison que nous le faisons via la plateforme Méritis Santé. Je vous laisse donc en compagnie du docteur Costanza et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Madame Tata. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, cette présentation a été bien parfaite et le thème va bien avec cette présentation puisque j'ai choisi un thème un petit peu transversal qui va toucher un petit peu la médecine de ville, l'hôpital et puis les différentes portions de prise en charge qu'on peut avoir au sein de notre clinique avec la chirurgie, mais aussi la radiologie, etc. Donc, je vais vous parler de la diverticulose sigmoïdienne. Alors, j'ai volontairement intitulé ce topo Quoi de neuf en 2023. Si on voulait terminer tôt, je vais répondre tout de suite, il n'y a rien de neuf. Parce que les dernières recommandations datent déjà de 2017. Donc, ça fait déjà un petit peu plus de 5 ans que les dernières recommandations ont été mises à jour en France et à l'international aussi. Néanmoins, je m'inclus dans la critique, elles sont quand même peu suivies, ces recommandations. Alors, il y a des recommandations qui sont discutables et qui, je pense, vont faire débat. Par contre, il y a des recommandations sur lesquelles on a quand même des niveaux de preuve qui sont très élevés aujourd'hui et qui doivent être connus, je pense, de nous tous. Alors, on va démarrer par une petite piqûre de rappel sur la diverticulose rapidement, le rappel de la définition. Donc, en fait, c'est une petite hernie de la musculeuse colique dans la paroi digestive. En fait, cette hernie, elle ne se fait pas pour rien, elle se fait sur une zone de faiblesse. Cette zone de faiblesse, en fait, correspond au point d'entrée des petits vaisseaux droits qui vont, parce que là, c'est toute la paroi du côlon. Et c'est à travers cette petite zone de faiblesse que va se créer cette petite hernie de la muqueuse dans la musculeuse et ainsi créer le diverticule. Alors, vous avez ici un aspect, j'espère que vous voyez ma souris, mais en bas à gauche, vous voyez l'aspect de paire endoscopique. Donc, vous voyez la lumière colique avec plein de petits orifices qui peuvent être conséquents, hein, on peut avoir des orifices de 1 à 2 cm. Et ici, à droite, vous avez la vue célioscopique péropératoire. Non, je vais enlever ça parce que je ne vois rien. La vue péropératoire, donc de la boucle sigmoïdienne, et vous voyez toutes ces petites tuméfactions, un petit peu bleutées, parce qu'elles contiennent quasiment tout le temps des fécalites, des matières indues. Alors, l'épidémiologie, donc vous savez, c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est largement plus de 50% de la population et même 2/3 de la population occidentale, ça reste quand même une pathologie occidentale et on verra pourquoi les facteurs de risque.
c'est sur ces 60%, 25%, on va dire moins d'un quart présenteront des complications et seulement 1 à 2% des patients seront hospitalisés. Donc, c'est quand même pas énorme. Et on y reviendra dans les recommandations. Par contre, le risque de récidive et de complications est quand même de 1/3, donc c'est fréquent. Alors, les principales complications de la diverticulose, c'est essentiellement représenté par la diverticulite, l'inflammation d'un diverticule, on va le détailler, et puis seulement dans 10% des cas, l'hémorragie. Alors, l'hémorragie, c'est rare, on n'en parlera pas beaucoup parce que c'est une prise en charge qui est quand même purement hospitalière, les gens ne passent que très peu par la médecine de ville pour la prise en charge des hémorragies. C'est des rectorragies qui sont quand même relativement fortes et donc les patients consultent directement les services d'urgence. C'est un petit peu plus spécifique, ça nécessite des prises en charge qui vont inclure la radiologie interventionnelle et très exceptionnellement la chirurgie. Donc, on va se concentrer sur la diverticulite, qui, elle, par contre, va mobiliser beaucoup de monde. Alors, la physiopathologie, comment se crée une diverticulite? En fait, c'est l'obstruction de ce diverticule par un fécalite, par une matière dure qui va créer une petite inflammation initialement que locale. Et cette inflammation, cette irritation locale va se transformer en inflammation de la muqueuse tout autour, de la muqueuse colique autour de ce diverticule et qui va plus ou moins se propager et plus ou moins s'aggraver. Alors, est-ce qu'il existe des facteurs de risque? Oui, beaucoup d'études ont mis en évidence. Alors, ça, c'est plutôt des facteurs de risque de la diverticulose, le fait d'avoir des diverticules et pas de la diverticulite en elle-même. On y reviendra tout à l'heure sur les facteurs de risque de récidive de ces crises. Là, c'est plutôt les facteurs de risque de la diverticulose, le fait d'avoir des diverticules. L'obésité et la sédentarité sont des facteurs de risque clairement identifiés, le tabagisme et la constipation. C'est essentiellement localisé dans la partie terminale du côlon, le sigmoïde, parce que c'est à ce niveau-là que le transit est le plus lent et où toute l'eau a été réabsorbée, donc les selles sont les plus dures, et c'est pourquoi la constipation va créer un facteur de risque du fait de l'hyperpression qui va se créer sur ces zones de faiblesse. Alors, les modalités diagnostiques de la diverticulite, on va parler uniquement de l'inflammation. La diverticulose, on peut avoir une diverticulose sans jamais s'en apercevoir, sans jamais faire de crise. C'est tout à fait possible. Par contre, la diverticulite, elle, a des modalités diagnostiques qui sont relativement bien connues. Alors, rapidement, la clinique de la diverticulite, douleur fossiliaque gauche, d'apparition lentement progressive sur 48-72 heures, qui va aller crescendo. La fièvre, c'est assez inconstant, mais il peut y avoir une hyperthermie, généralement modérée, des frissons dans les formes un petit peu plus graves. Je vais insister sur des signes qui sont un peu moins connus, mais qui sont quand même très fréquents de par l'anatomie, sont les signes urinaires. La boucle sigmoïdienne peut venir au contact de la vessie, très souvent, et notamment chez l'homme, puisqu'il n'y a pas d'interposition avec l'utérus. On a très souvent des signes urinaires du fait de l'inflammation au contact de la vessie qui va créer de la polyurie et des douleurs en fin de miction, surtout. Voilà, des symptômes urinaires qui vont faire penser tout de suite à une infection urinaire. Mais voilà, douleur en fossile à gauche avec beaucoup de signes urinaires, ça doit clairement faire penser à une diverticulite. Voilà, pas d'autres signes cliniques majeurs. Bien sûr, l'examen clinique va s'attarder à rechercher les signes de complications, la défense, la contracture abdominale, évidemment. La biologie est indispensable. Elle doit rechercher l'inflammation biologique, avec une numération formule, l'augmentation des globules blancs, et je ne l'ai pas marqué, le ionogramme doit être fait en vue du point suivant, le scanner, et la CRP. La CRP, c'est un marqueur inflammatoire
indispensable au diagnostic. À la fois, il nous aide dans le diagnostic, mais il nous aide un petit peu dans la gravité en association avec la clinique et le scanner. Pas toute seule, évidemment. On ne soigne pas des biologies, mais l'association d'une CRP augmentée avec une clinique évocatrice et un scanner qui confirme le diagnostic va nous permettre d'orienter notre prise en charge. On y reviendra tout à l'heure. Et bien sûr, le scanner. Le scanner est un élément diagnostique indispensable puisqu'il va nous confirmer le diagnostic, mais il va aussi en évaluer la gravité. Et c'est là tout l'intérêt du scanner, c'est de savoir, oui, il y a bien une inflammation, une diverticulite, puisqu'il peut y avoir des douleurs abdominales, c'est plus que fréquent. Hein. Les médecins généralistes connaissent bien mieux ça que moi. Des douleurs en fossile à gauche, je pense qu'ils en voient un peu toute la journée, mais ce n'est pas forcément une diverticulite, ça peut être des symptômes d'une diverticulose chronique sans inflammation aiguë. Donc le scanner est indispensable au diagnostic pour confirmer et pour évaluer la gravité. Ça, ce sont des recommandations de l'HAS de 2017 qui sont d'ailleurs françaises, mais qui sont aussi internationales. Tout le monde est d'accord sur ces 3 points, la clinique, la CRP et le scanner indispensable. Alors, ce scanner, il nous fait le diagnostic, il nous fait la gravité et il nous donne lieu à une classification qu'on appelle la classification de Hinchey et qui va clairement nous permettre de définir la prise en charge en fonction de la gravité. Alors, je vous ai mis là une image j'espère que vous voyez ma souris pour que je puisse vous montrer. Vous voyez là une diverticulite Hinchey qu'on dit, on appelle Hinchey 0, c'est-à-dire c'est la diverticulite la plus banale. C'est une inflammation localisée. Vous voyez ici la fin du côlon avec une paroi normale, des bulles d'air à l'intérieur. Et vous voyez qu'ici, c'est la partie un petit peu plus en amont du côlon. Et vous voyez que la paroi n'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus épaissie. Vous avez les lumières au milieu ici et la paroi qui fait bien plus épaisse que cette portion. Autour, on n'a rien d'autre, on n'a pas de collection, on n'a pas d'épanchement. On a une diverticulite clinique, une diverticulite la scanographique simple, légère. C'est le Hinchey 0. Le Hinchey 1.1, c'est la diverticulite peut-être pas la plus fréquente, mais oui, avec la 0, les deux plus fréquentes, on va dire, c'est l'inflammation péricolique qui est localisée. Donc, on a typiquement l'épaississement de parois qui s'étend, là, on n'a qu'une coupe, mais qui s'étend sur plusieurs centimètres, et c'est la classique bulle d'air en dehors de la lumière digestive, c'est ce qu'on appelle la sigmoïdite perforée bouchée. Par chance, il a perforé, mais il a perforé du côté du mésocôlon et non pas librement dans la cavité abdominale. Donc, il ne s'est rien passé. C'est colmaté, c'est tout inflammatoire autour. Il n'y a pas d'abcès. C'est la Hinchey 1A. Ces deux entités, la 0 et 1, sont les plus fréquentes et c'est ces deux qui vont donner sujet à débat dans la prise en charge. Ensuite, vous avez les formes dites compliquées. Donc, c'est à partir de la 1B. La 1B, eh bien, c'est l'apparition d'un abcès, mais qui reste localisé au contact de la diverticulite. L'abcès est ici, on voit bien la paroi tout autour, avec du pus à l'intérieur. Cet abcès peut être plus ou moins gros. Il va devenir ensuite soit pelvien, soit intra-abdominal. Donc là, par exemple, un volumineux abcès avec un joli niveau hydroaérique, puisque le patient est allongé pour le scanner, le pus en bas, l'air en haut. Un abcès qui est quand même là bien plus volumineux, qui mesure à peu près 5 cm. Et ensuite, on passe au stade 3. Le stade 3, c'est la péritonite. 3-4, c'est les péritonites. Stade 3, c'est la péritonite purulente. On a de l'épanchement un petit peu partout. Alors, bon, faut me croire sur parole, on n'a qu'une coupe, mais là, c'est la fin de l'épanchement intrapéritonéal. Tout autour du côlon aussi, c'est que de l'épanchement, c'est du pus dans toute la cavité péritonéale. Et puis, vous avez, alors là, c'est une image que j'ai trouvée sur Google, parce que ça devient quand même assez rare. La péritonite stercorale, le stade 4, il y a une perforation. Tout ça, c'est du pneumopéritoine. Et puis, vous avez des matières fécales dans tout. Ça devient quand même assez rare.
mais on en vend encore. Alors, en fonction de ce scanner, en fonction du stade, on va pouvoir prendre en charge la diverticulite. Encore une image un peu provocatrice avec le médecin qui rigole au nez du chirurgien, parce qu'effectivement, la prise en charge de la diverticulite, elle est de moins en moins chirurgicale, même de la diverticulose. On peut inclure la diverticulose au sens large, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre chaque grade de la classification de Vinci, donc chaque état de la diverticulite, et de répondre aux questions les plus fréquentes auxquelles vous pouvez vous poser, qui peuvent faire débat. Souvent, les deux plus gros débats, ça va être l'hospitalisation versus la prise en charge ambulatoire, l'antibiothérapie ou pas, le régime sans résidus ou pas, l'utilisation de probiotiques, la chirurgie ou pas la chirurgie, ça va surtout être chirurgie versus drainage radiologique, parce que vous imaginez bien que la péritonite pourrait difficilement traiter autrement que par une chirurgie, mais si on prend le cas des abcès, par exemple, là, il y aura un petit peu plus de débat. Et puis, la question de la stomie, puisque les patients sont amenés à vous poser quand même ces questions dans la prise en charge. Alors, on y va. La diverticulite non compliquée, donc comme on l'a dit, INCHE 0, INCHE 1A au scanner. Les recommandations sont claires et nettes. La prise en charge doit être ambulatoire. Alors, il faut bien nuancer les recommandations et la pratique quotidienne, hein. Donc, bien sûr, ce qui est recommandé, c'est une prise en charge ambulatoire, sans antibiothérapie, sans régime alimentaire, ni probiotiques. Évidemment, pas de chirurgie, pas de stomie, ça va dessus. Les signes qui doivent nous faire changer d'attitude, opter plutôt pour un traitement, soit d'hospitalisation, soit d'antibiotiques, soit les deux, cliniques vont être évidemment la fièvre. La fièvre à plus de 38,5 associée à des frissons. On se méfie, on va préférer quand même démarrer une antibiothérapie. On reviendra tout à l'heure sur la durée. Le marqueur inflammatoire, la CRP, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure que la CRP était quand même un très bon marqueur, c'est que si l'on a un marqueur inflammatoire supérieur à 100, c'est les cut-off, alors c'est 100, 120, 80, voilà, c'est un faisceau d'arguments. On ne va pas se baser que sur la CRP, on ne va pas se baser que sur la température. C'est un faisceau d'arguments. Si vous avez un jeune de 45 ans qui a 100, 110 de CRP, qui va très bien, qui dit juste qu'il a mal en fossile à gauche, que la diverticulite est donc INCHE 0, 1A, eh bien, qu'il n'a pas mis 3 heures pour trouver un médecin ou arriver aux urgences, eh bien, on va pouvoir lui proposer un traitement ambulatoire sans antibiotiques. Et pourquoi pas recontrôler une biologie 48-72 heures plus tard. C'est ce qu'on fait volontairement, nous, dans notre établissement. On a un centre médical de soins où on reconvoque facilement les patients pour les revoir 48 heures plus tard cliniquement avec une petite CRP capillaire, et ce qui nous permet de faire le point rapidement pour évaluation clinique. Bien sûr, s'il y a immunodépression, grossesse ou contexte social particulier, les antibiotiques et ou l'hospitalisation devront clairement être mis en place. Voilà, mais une diverticulite simple ne doit plus être traitée par antibiotiques. En ce qui concerne les diverticulites, on va dire compliquées, donc les 1B et 2, les abcédés, là, la prise en charge doit être hospitalière. On doit surveiller les malades parce qu'on doit les antibiothérapie, préférentiellement par voie intraveineuse, pour qu'il y ait une diffusion un peu plus rapide de l'antibiotique. Alors, je vous ai détaillé l'augmentin ou la rocéphine-flagile, il faut une antibiothérapie large et qui cible les germes anaérobies. Là, par contre, les recommandations sont sont pas unanimes, 7 jours, 10 jours. Alors, on a plutôt tendance à faire 7 jours. En fait, tout va dépendre un petit peu de la prise en charge qui est associée, c'est-à-dire que si, par exemple, il s'y associe un drainage radiologique, et ça,
c'est le cas pour les diverticulites abcédés, dès que l'abcès dépasse 2-3 cm. À partir du moment où ça dépasse 2-3 cm, c'est drainable par les radiologues sous scanner. Ils vont aller nous vider l'abcès. On aura un prélèvement bactériologique, ce qui sera très utile. Et deuxièmement, ils vont pouvoir laisser un petit drain dans cet abcès pour attendre qu'il se vide complètement en général 48-72 heures. Donc je disais que par contre, si l'on a du mal à drainer ces abcès, si on ne peut pas les drainer parce qu'ils sont tout petits, qu'on les traite uniquement par antibiotiques, on va plutôt passer sur une durée d'antibiotiques de 10 jours pour être certain de traiter complet. Donc dans ces cas-là, pas de chirurgie, pas de stomie envisagée, sauf... Ah oui, ma connexion est instable, il me dit. Là non plus, on ne mettra pas en place durant l'hospitalisation de régime alimentaire. Le régime sans résidus n'est plus recommandé. L'utilisation de probiotiques en urgence dans les crises aiguës n'est pas non plus recommandée. Je voulais dire autre chose, je ne me rappelle plus. Oui, là, le contrôle radiologique n'est pas systématique. Il faut savoir rester un peu clinique. On reste clinique et biologique, c'est-à-dire que on a drainé ou pas, on a un patient qui s'améliore cliniquement, biologiquement, il n'y a pas lieu de recontrôler un scanner à 3 jours, à 5 jours, à 6 jours, si le patient va bien. Si un patient qui rentre avec 200 de CRP, des douleurs, qui après drainage, 3-4 jours après drainage et antibiotique, n'a plus de douleur et a une CRP qui est retombée à 30, le scanner ne va rien nous montrer de plus que ce qu'on est en train de voir clinique. En ce qui concerne les péritonites diverticulaires, alors bien sûr, là, les recommandations sont assez claires sur la prise en charge chirurgicale. Là, il n'y a pas de doute. Hospitalière, chirurgicale, antibiotique. Là, la durée de l'antibiotique est claire. En fait, toute péritonite digestive, c'est 7 jours d'antibiotique. Point. On y associe généralement 48 heures de gentamicine pour avoir une dose de charge un peu importante. Et puis, la chirurgie doit être faite bien sûr en urgence, c'est une péritonite. Stomie. Stomie, c'est là que les recommandations divergent un peu. On reviendra après, je parlerai des recommandations, la différence entre les nôtres et les recommandations internationales. Voilà. Pour résumer, on a 2 options. Soit on va réaliser une résection du sigmoïde, donc on va traiter de façon définitive la diverticulose, on va réaliser une sigmoïdectomie avec une anastomose. Donc la pathologie est traitée, néanmoins, évidemment, on s'expose à des complications, on y reviendra tout à l'heure, ou alors on va réaliser une sigmoïdectomie, on va enlever la portion de sigmoïde, mais par contre, on ne va pas réaliser la couture, on va mettre une stomie transitoire. Et les recommandations françaises nous disent que pour les péritonites stade 4, INCHE 4, il faut faire une stomie. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Là aussi, alors, pas de régime alimentaire, ce que je voulais dire, c'est pas de régime sans résidus, pas de probiotiques. Par contre, évidemment, en post-opératoire, la reprise alimentaire ne se fait pas de la même manière que pour une crise simple, évidemment. Alors, ça, bon, les crises aiguës, c'est traité. Par contre, est-ce qu'on peut prévenir, puisque vous savez que le mode d'évolution de ces diverticuloses va surtout être la répétition des crises dans le temps et pas forcément des crises à chaque fois compliquées. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque et des facteurs de prévention? Alors oui, il y a clairement des facteurs de risque qui ont été identifiés. Et la prise au long cours de corticothérapie ou d'anti-inflammatoires, c'est un facteur de risque majeur, et notamment de diverticulites compliquées, puisqu'on va passer à côté des signes cliniques initiaux et on va arriver tout de suite, ils vont arriver en péritonite du fait de l'immunosuppression induite par ces traitements. L'obésité encore, le tabagisme et les régimes riches en graisse et en viande rouge seraient le plus pourvoyeurs de récidives de crise de diverticulite. Bon, régime toujours à l'excès, évidemment, pas supprimé,
la viande rouge pour éviter la diverticulite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de protection? Il y en a deux qui ont été mis en avant dans beaucoup d'études. C'est l'activité physique, l'absence de sédentarité et l'alimentation riche en fibres. Ça, c'est un facteur protecteur majeur. C'est pour ça que les régimes sans résidus, non seulement ça n'a plus lieu d'être, c'est même l'inverse. Il faut conseiller aux patients de manger, d'avoir une alimentation très riche en fibres, ce qui va en fait tout simplement favoriser le transit et donc éviter la constipation. Alors, vous allez me dire, le meilleur facteur protecteur d'une récidive serait la chirurgie. On enlève le sigmoïde, problème réglé. Alors, oui, mais non. Oui, pourquoi? En fait, on s'aperçoit que le taux de récidive de diverticulite après une première crise, il est assez faible. Il atteint tout juste les 15-20% à 10 ans. Et que chez ces patients, chez ce petit pool de patients, seulement 10% des patients ont bénéficié d'une sigmoïdectomie. Donc, le nombre de crises n'est pas un critère chirurgical, on va en reparler. Et dans une grande étude américaine de plus de 12 000 malades qui avaient un deuxième épisode de sigmoïdite non compliqué, ils ont comparé les patients qui ont été traités, comme on l'a dit, médicaments, peu importe, antibiotiques, pas antibiotiques, aux patients qu'on a opérés. En fait, 32% des patients traités médicalement ont fait des récidives, et chez les patients opérés, seulement 6%. Évidemment, si vous supprimez la partie malade, il n'y a plus de récidive. Ça paraît un peu logique. Mais quand on regarde bien, donc en analyse de survie, la chirurgie diminue de 83% le risque de récidive. Évidemment, il n'y a plus de sigmoïde. Mais si on regarde attentivement les chiffres, à 1 an, vous aviez seulement 1% des malades qui avaient une stomie chez les patients qui avaient été traités médicalement. Et dans le groupe chirurgie, il y avait 4% de malades qui avaient une stomie. Et ça a doublé à 3 ans. 2% versus 8%. Donc, la chirurgie n'est quand même pas anodine dans ces récidives de diverticulite. Et je vais le répéter beaucoup de fois, mais c'est l'impact sur la qualité de vie qui va être le principal point d'indication chirurgicale. C'est l'impact sur la qualité de vie, c'est pas le nombre de crises, c'est vraiment l'altération de la qualité de vie. Si les gens ne peuvent plus rien manger dès qu'ils font un écart alimentaire, ils ont des douleurs abdominales, on va y revenir. Là, oui, c'est un critère chirurgical. Mais sinon, le fait qu'ils, sur 20 ans, qu'ils aient fait 5 crises, mais qu'ils ont une alimentation normale, ce n'est pas un critère de chirurgie. On va y revenir. Par contre, en cas de crise compliquée, là, la littérature est un petit peu plus nuancée, parce que là, et surtout littérature française, parce que le risque de récidive après crise, c'est plus 17%, c'est 50%. Donc là, clairement, évidemment, l'augmentation du risque de stomie définitive chez les patients opérés est toujours plus élevée que chez les patients qu'on n'a pas opérés, forcément. Mais là, il y a une balance bénéfice-risque, c'est que le malade il va vous poser la question, est-ce que je risque de refaire une crise? Vous allez lui dire oui, il va vous dire, mais est-ce que je risque de faire une crise grave, compliquée? Et vous allez lui répondre oui aussi. Donc là, le malade va commencer à dire, oui, mais alors pourquoi pas opérer? Donc, c'est plus nuancé et on va y revenir. Les recommandations françaises disent, après une crise compliquée, il faut opérer. Il faut faire une sigmoïdectomie à froid, sans urgence. Les recommandations internationales sont plus nuancées, sont plus prudentes. Et c'est plus une discussion avec le malade et pareil, un retentissement sur la qualité. Alors, justement, ailleurs dans le monde, alors, on va d'abord voir ce qui ne fait pas débat. Tout le monde est d'accord, recommandations françaises, européennes, internationales et de chaque pays. Et puis ensuite, on verra ce qui fait un petit peu plus débat. Le régime ne fait pas débat. Il n'y a pas de régime sans résidus qui doit être instauré. La biologie ne fait pas débat. Il faut faire à tout le monde une CRP pour avoir
pour savoir, notamment dans ces crises stade 0, 1A, si on doit hospitaliser ou pas, antibiothérapie ou pas, et puis pour avoir un petit suivi si on contrôle la biologie 72 heures plus tard. Le scanner doit être réalisé pour le diagnostic. Il faut argumenter la crise. Le diagnostic n'est pas clinique, il est clinique, biologique et scanographique. Les traitements en ambulatoire pour les stades 0, 1A est clairement admis. L'antibiothérapie à partir des stades donc 1B ou si critères cliniques de gravité, tout le monde est d'accord. Le drainage radiologique pour les abcès qui atteignent 2-3 cm, qui sont drainables. À partir du moment où c'est drainable, il faut drainer, c'est mieux. Bactériologie et évacuation du pus, qui va clairement améliorer les malades. En cas d'urgence, pas de débat non plus, évidemment, en cas de péritonite. Alors, il y a des petits débats, on va les voir. Là où il n'y a pas de débat, c'est la célioscopie. À tout prix, faire de la célioscopie tant qu'on peut. Et en ce qui concerne la chirurgie prophylactique, donc malades qui font des crises répétées de diverticulite non grave, là aussi, ce qui ne fait pas débat, c'est que l'indication doit être basée sur le retentissement clinique, sur l'altération de la qualité de vie et pas sur le nombre de crises ou autre. On reparlera du smoldering diverticulitis tout à l'heure. Alors, le débat, ça c'est un débat qui est encore d'actualité. En fait, quand on avait une péritonite purulente, il y a encore 5-6 ans, ce qui était recommandé, c'était les recommandations françaises également à l'époque, c'était de dire, on fait une célioscopie, on lave le pus, on met un drain au contact du côlon infecté. Si on ne voit pas le trou, évidemment. Si on voit un gros trou, évidemment, on va enlever le sigmoïde, mais si on ne voit pas de trou, on lave la cavité abdominale, on met un drain et on s'en va vite. C'est ce qu'on faisait. Et en fait, il y a 2 études prospectives qui ont montré que c'était pas bon, c'était une catastrophe, puisque les malades avaient finalement plus de stomie à terme que les malades chez qui on avait d'emblée enlevé notre sigmoïde, soit fait la couture, soit fait une stomie, peu importe, mais on avait de bien meilleurs résultats. Donc, à l'heure actuelle, quand on a une péritonite diverticulaire, on va toujours enlever le sigmoïde. Après, couture ou stomie, c'est un autre débat. Mais vous voyez que les Américains sont d'accord avec nous. Par contre, les recommandations européennes et anglaises le sont un petit peu moins. Ils sont restés sur le lavage-drainage. Ce que je disais tout à l'heure, pour les péritonites stercorales, en France, on dit s'il y a une péritonite stercorale, il faut faire une poche tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est une intervention qui est plus rapide et qui est beaucoup moins à risque, puisqu'elle a très peu de complications. Et donc, ce qui compte, c'est d'opérer le malade rapidement pour qu'il aille en soins intensifs, en réanimation, et puis qu'il s'en remette très rapidement. Et après, on verra si on peut fermer la poche. Le problème, c'est que c'est très critiqué par les Américains, les Européens. Donc, vous voyez qu'on est un peu tout seul, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de malades. Il y a plus de 30% de malades qui ont toujours leur stomie à 5 ans. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on dit toujours aux malades, non, mais c'est temporaire. Et en fait, quand on regarde les chiffres, un malade sur 3 a toujours une poche 5 ans après. Quand on parle de malades qui ont 80, 85 ans, ça peut être entendable. Par contre, quand on parle de malades qui ont 40 ans, parce que c'est assez fréquent quand même la diverticulite perforée chez le jeune, c'est pas entendable. C'est pas entendable d'avoir une poche 5 ans après sa prise en charge chirurgicale. Donc, voilà, les recommandations françaises disent oui, il faut faire une poche, mais ça reste très critiquable et c'est plus adapté à l'état clinique de la prise en charge, c'est-à-dire, bien sûr, un patient en choc hémodynamique qui doit absolument aller en réanimation vite, une insuffisance rénale, il doit être dialysé. Évidemment que là, on va faire une poche et on va vite le transférer en réanimation. Par contre, si l'état hémodynamique est stable, on va plutôt prendre notre temps et faire les choses en une fois plutôt qu'en plusieurs. Coloscopie systématique après un premier épisode. Alors, ça aussi, gros débat. On est d'accord avec l'Europe,
mais tous les pays européens ne sont pas d'accord. Coloscopie, premier épisode de diverticulite. Est-ce qu'on fait une coloscopie donc, dans les 2-3 mois qui suivent? Moi, personnellement, c'est une recommandation que je ne suis pas. Clairement, je fais une coloscopie après tout premier épisode. Alors, c'est un peu nuancé par la gravité de la crise. Une crise compliquée, une première crise compliquée, coloscopie systématique. Et même à 40 ans, il faut qu'il y ait une première coloscopie. Ça peut masquer un cancer du côlon, clairement. Première crise simple, chez un jeune de 40 ans. Voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à ne pas faire de coloscopie à ces malades-là parce que passer à côté du cancer et se retrouver 2 ans plus tard avec les métastases, c'est quand même compliqué. Donc, vous voyez que les Américains, les Anglais, les Allemands, premier épisode égale coloscopie. Et en France, et les recommandations européennes disent non, on ne trouve pas assez de cancer, on trouve un cancer que chez 1 à 2% des malades. Ça ne doit pas justifier d'une coloscopie systématique. Bon, voilà, c'est les recommandations, comme d'habitude. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Par contre, il est clair que la récidive, en cas de récidive de crise, si on a une coloscopie qui date de moins de 5 ans, on ne va pas refaire la coloscopie. Par contre, si c'est quelqu'un qui fait des crises fréquentes et qui la dernière coloscopie a 10 ans, oui, là, on va refaire une coloscopie, surtout en fonction de l'âge. Mais voilà, je vous donne les recommandations. Je suis le premier à ne pas les suivre. Chirurgie prophylactique après une crise compliquée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Français et les Américains disent oui, si vous avez fait une crise compliquée, vous avez 50% de chances de refaire une crise compliquée, donc pourquoi attendre? Les recommandations européennes disent non, parce que la chirurgie, même à froid, n'est pas dépourvue de complications et que la balance bénéfice-risque est clairement. Voilà. Alors, là encore, ça va être une discussion avec le malade et avec l'état du malade. Un malade qui n'a pas de facteur de risque particulier, qui est en bonne forme, en fonction de l'âge, on va plutôt lui proposer une chirurgie si lui a d'autant plus peur de refaire une crise. Souvent, les crises compliquées avec abcès, ils ont eu un drainage radiologique, c'est sous anesthésie locale, c'est pas forcément très agréable. Ils sont restés hospitalisés 4, 5, 6 jours avec un drain. Donc, ils l'ont plutôt mal vécu. Quand vous leur dites qu'il y a une chance sur 2 pour qu'ils refassent une crise compliquée, ils vous disent non, mais on va opérer. Voilà. Malgré que la chirurgie, même à froid, va avoir des risques de complications. Chirurgie prophylactique après une crise simple. Donc, clairement, il n'y a pas de oui-non, c'est recommandation, qualité de vie, altération de la qualité de vie et smoldering diverticulitis, on va y revenir. Et on rajoutera en France et chez les Américains, pour les patients immunodéprimés. Oui, il faut faire des sigmoïdectomies chez les insuffisants rénaux chroniques, chez les patients sous corticothérapie au long. Le problème, c'est qu'ils font plus de complications post-opératoires puisqu'ils sont sous corticothérapie au long cours. Donc là aussi, nouveau débat. Donc c'est des recommandations, mais la pratique est aussi compliquée. Alors, la smoldering diverticulitis, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle, si on le traduit mot à mot, la diverticulite à feu doux. En fait, c'est une douleur abdominale chronique en fossile gauche, associée à quelques troubles du transit qui peuvent être de la diarrhée, de la constipation, c'est assez variable, et qui sont dans la suite d'une poussée de diverticulite. Elles ne sont pas indépendantes, elles n'apparaissent pas, ces douleurs à distance, elles font suite à la poussée, elles enchaînent la poussée, font durer la poussée dans le temps, mais il n'y a ni signe clinique, ni signe inflammatoire biologique, ni clinique, ni scanographique d'ailleurs. Donc, en fait, c'est une diverticulite chronique non compliquée. Donc, les gens, ils font une crise aiguë, syndrome inflammatoire, on les traite,
par du Doliprane ou par des antibiotiques, il persiste des douleurs pendant des semaines. C'est ça, c'est la diverticule chronique non compliquée. Donc, il n'y a pas d'inflammation, la CRP est normale. Si vous faites un scanner, il est normal. Si vous faites une coloscopie, elle est macroscopiquement normale. Mais on s'est aperçu sur certaines pièces opératoires, patients qui ont été opérés pour ce diagnostic, en fait, il y a bien des lésions, mais elles sont microscopiques. Elles sont vues en microscopie par les anapathes et également au niveau de la flore intestinale, une modification du microbiote avec une baisse, une diminution des espèces bactériennes anti-inflammatoires, ce qui crée cette inflammation, mais qui n'est pas visible biologiquement ou à l'image. Je m'aperçois que je suis un peu long. Donc, l'incidence, c'est quand même proche de 30%. Donc, un malade sur 3 risque de faire un smoldering diverticulitis. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? On dit qu'une poussée initiale intense, donc, où les malades ont eu très mal et qui a duré longtemps, c'est un facteur de risque. Voilà. Donc, plus la poussée initiale est forte et dure dans le temps, plus il y a un risque que ça évolue vers cette forme de diverticulite chronique. Est-ce qu'il y a des facteurs protecteurs? Eh bien, non. Même en comparant les groupes des patients qu'on avait traités par antibiotiques aux patients qu'on a traités sans antibiotiques, non, l'antibiotique ne protège pas l'évolution vers le smoldering diverticulitis. Alors, c'est un diagnostic différentiel, c'est un diagnostic qui est clinique, puisque on a dit qu'il n'y a pas de modification biologique ni à l'imagerie. C'est douleur abdominale consécutive à la crise en fossile à gauche qui va durer plus de 24 heures évidemment et qui n'est pas modifiée, la douleur n'est pas modifiée par le transit. Le diagnostic différentiel qui peut être très difficile, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Syndrome de l'intestin irritable, vous savez, c'est des douleurs qui sont très variables, qui varient de jour en jour, qui peuvent ne pas être présentes un jour ou présentes le lendemain, qui durent généralement moins de 24 heures, qui sont largement améliorées par le transit. Il y a dans le smoldering diverticulitis des troubles du transit qui peuvent être des diarrhées ou des constipations, voilà, c'est un peu alterne. Et le gros diagnostic différentiel, c'est le cancer colorectal. Donc là, par contre, la coloscopie est indispensable. Vous voyez, première crise, est-ce qu'il faut toujours faire une coloscopie? D'autant plus si ça évolue vers une forme un peu chronique. Le traitement de cette forme chronique, c'est d'abord un traitement symptomatique, antispasmodique, laxatif ou antidiarrhéique selon les symptômes digestifs, et des règles hygiéno-diététiques, activité physique, alimentation riche en fibres. Le traitement de deuxième intention qui finalement est quand même rarement mis en route, c'est plutôt suivi par les gastro-entérologues, c'est les traitements par antibiotiques à faible absorption digestive, le Dixtar, éventuellement le Pentasa qu'on met aussi dans les Mickey. Et là, apparaît enfin notre ami le probiotique, mais qui est quand même, comme aussi j'utilise souvent en première intention quand même, ça a quand même un effet net, ce d'autant plus, comme je vous ai dit, qu'à l'anapathe, on retrouve des modifications du microbiote. Donc, le rôle du probiotique semble quand même intéressant. Et enfin, le traitement, il est chirurgical si il y a un échec de nos traitements premiers et surtout si s'y associe une altération de la qualité de vie. Si le malade dit bon, j'ai un peu mal, ça me gêne pas, je vais prendre mon space-fond quand j'en ai besoin et puis terminer. Par contre, si il peut plus rien manger, il est en arrêt de travail, etc. Là, ça remet en cause et ça fait discuter la chirurgie. Je vais terminer sur la chirurgie, ça va être assez rapide. C'était pour vous montrer un petit peu la vraie prise en charge chirurgicale avec une petite vidéo. Donc, les indications de la chirurgie, on les a vues, l'urgence, les péritonites, les hémorragies, les occlusions, la sténose diverticulaire qui est diagnostiquée en coloscopie. Un symptôme clinique qui est très évocateur, c'est les patients qui ont des selles filiformes. Ils le décrivent très bien. Autre indication chirurgicale, la fistule sigmoïdo-vésicale,
qui se manifestent par de la pneumaturie ou des infections urinaires à répétition. C'est des tableaux qui sont souvent bruyants, hein, et c'est des tableaux qui surviennent généralement chez les sujets jeunes. C'est des symptômes très souvent uniquement urinaires, avec un fort retentissement clinique, des gens qui perdent du poids, qui sont très altérés, avec beaucoup de signes urinaires, des brûlures mictionnelles. Enfin, c'est assez bruyant quand même. Autre indication, antécédent de crise compliquée. C'est la recommandation française, surtout si immunodépression, et c'est à discuter avec le malade, évidemment. Le smoldering diverticulitis qui s'associe à une altération de la qualité de vie, et des crises sans smoldering, mais des crises répétées où les gens vont avoir une altération de la qualité de vie. Il est clair que si tous les 2 mois, il y a une crise aiguë objectivée par la biologie et l'imagerie et que le patient ne peut plus rien manger, la moindre chose va lui déclencher des crises, évidemment que la chirurgie sera une excellente indication. Donc, en urgence, on l'a vu, je vous ai dit, célioscopie le plus possible, résection anastomose, donc on coupe, on refait le montage le plus possible, sauf état de choc, donc pas de stomie si on peut. Sinon, c'est pour les INCHE 4, souvent on n'a pas trop de choix quand même, c'est l'intervention de Hartmann, c'est-à-dire une colostomie, on met le côlon à la peau, le rectum on l'abandonne dans le ventre, et donc il faudra rétablir le patient plusieurs mois après, au minimum 3 à 6 mois, puisque généralement c'est des grosses péritonites quand même. Et dans ce cas-là, le gros risque, c'est chez des gens de 70-80 ans, c'est qu'ils se retrouvent avec toujours leur stomie 5 ans après. Voilà la chirurgie. Alors, je vais déclencher. Normalement, ça doit marcher. Et je vous expliquerai au fur et à mesure, parce que c'est un peu long au départ. Donc, la chirurgie prophylactique se fait durant une hospitalisation. C'est une chirurgie qui se fait, comme vous le voyez, sous célioscopie. Donc, on fait plus de grandes incisions de 30 cm. On utilise en général 4 à 5 incisions de 5 mm à 10 mm. La célioscopie ou avec l'assistance robotique. Les patients n'ont pas de préparation préparatoire comme pour la coloscopie, ils ont juste un régime sans résidus. Le principe est d'enlever la boucle sigmoïdienne avec la charnière rectosigmoïdienne et donc se coudre sur le rectum. Donc ici, on est en train de disséquer le pédicule artériel du sigmoïde. Donc ça, c'est l'artère. Vous avez ici en arrière, ça c'est l'artère iliaque gauche. Et là, on est en train de chercher l'urtère, la principale complication de cette chirurgie péropératoire, c'est des plaies de l'urtère gauche qui passent en arrière de la boucle. Et là, on est en train de le trouver. On le pince pour le voir repter. Et voilà. Donc, on a vu l'urtère. On peut ligaturer notre artère sigmoïdienne, ce qu'on appelle le tronc des artères sigmoïdiennes. Vous avez l'intestin grêle qui vient de vous embêter. Alors, ça se fait à la machine, ça se fait avec des clips, ça se fait avec des agrafes, peu importe. Donc, en chirurgie programmée, il n'est jamais question de stomie, évidemment. L'hospitalisation, en moyenne, c'est 4 jours, le temps que le patient reprenne le transit. Oui, il y a des chirurgiens qui font de l'ambulatoire, pas très bien apprécié par les patients tout de même, parce que même si la chirurgie dure 1 à 2 heures et que grâce à la célioscopie, le retentissement est vraiment mineur, les gens ont vraiment l'impression d'avoir subi qu'une toute petite intervention, la reprise du transit tout seul à la maison, sans antalgique, ne se passe pas toujours très bien. Par contre, la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie, ça c'est un point fondamental qu'on utilise depuis maintenant 10 ans en chirurgie digestive. C'est la réhabilitation rapide après chirurgie. Donc dès le lendemain, les malades sont mobilisés, remangent normalement, on leur demande de se balader dans le service. On n'utilise pas de drain, on n'utilise pas de sonde gastrique, on n'utilise pas de sonde urinaire. Le but, c'est que la chirurgie ait le moins d'impact sur le malade pour qu'il s'en rétablisse le mieux possible. Donc, en général, au 3-4e jour, si la prise de sang est bonne et que le malade va bien cliniquement, il rentre à sa maison.
Et à l'avenir, bien sûr, le patient n'aura aucun régime alimentaire, puisque c'est le but de la chirurgie. Donc, vous voyez, là, on descend vers le rectum, c'est une dame, l'utérus, et ici, nous avons les annexes avec l'ovaire qui est derrière. Là. Donc, on termine la libération de la vascularisation du haut rectum, donc du mésorectum. Et une fois qu'on a terminé, on va aller agrafer notre tube, voilà, avec une agrafeuse qui va agrafer et couper. On peut accélérer. Et ensuite, on va réaliser une couture entre les deux. En fait, la couture, elle est mécanique par un agrafage circulaire. On passe une pince par voie anale et on a mis de l'autre côté dans le côlon qu'on va descendre un petit, ressemble à une enclume. On va joindre les deux bouts. La pince va être fermée donc par en bas et ça va réaliser un agrafage circulaire. Et ensuite, l'enclume, bien sûr, va basculer en fait, et va pouvoir être, voilà, hop, l'enclume bascule et la pince va être retirée. Et donc, on a un agrafage circulaire et une anastomose normalement bien étanche. Voilà. Alors, il faut quand même parler des résultats fonctionnels et des qualités de vie après chirurgie. Évidemment qu'on améliore la qualité de vie des malades, vu qu'on pose l'indication sur l'altération des qualités de vie. Et c'est ça la condition, c'est que si les malades n'ont pas une qualité de vie altérée, eh bien, on ne va pas les améliorer, parce que c'est quand même de la chirurgie. Et à 5 ans, normalement, les malades ont une qualité de vie qui est équivalente à une population de gens non atteints de diverticulose. Résultats similaires au préopératoire chez le cycle. Donc, on atteint des résultats qui sont proches de tout. Donc, les messages clés, le diagnostic est clinique, biologique et scanographique, puisqu'on doit on doit étiqueter la diverticulite et évaluer sa gravité. N'ayez pas peur de la prise en charge en ambulatoire sans antibiotiques de malades jeunes qui n'ont pas de signes de sepsis importants et qui comprennent les consignes qu'on leur donne, évidemment. Vous avez vu que les recommandations ne sont pas unanimes, on va dire. Les régimes sans résidus n'ont pas d'utilité. La coloscopie après une première crise reste discutable pour tous, bien que la France ne la recommande pas. Ayez en tête la manifestation du smoldering diverticulitis, puisque c'est quand même 30% des malades, et qu'elle peut aller jusqu'à la chirurgie en cas de retentissement clinique. La chirurgie, bien sûr, est très efficace pour prévenir les récidives, mais elle a des conséquences, elle augmente les séquelles, elle augmente le risque de stomie à distance, et donc elle est basée sur la qualité de vie. Si on veut améliorer l'état clinique des malades, on doit se baser sur leur état clinique préopératoire. Et puis, je vous remercie de votre attention.